Bienvenue dans les étoiles, bienvenue dans cette nouvelle formule de Géopolitis. Chaque semaine, désormais, nous allons rester ensemble 26 minutes, des rubriques nouvelles, davantage d'infographie, davantage d'infos. Pour cette première, la guerre des étoiles, ce n'est plus une affaire de science-fiction. Au sommaire, un entretien avec Thomas Pesquet, le plus célèbre des astronautes français, nous dira pourquoi la science a besoin de l'espace. Faut-il craindre une guerre des étoiles quand Donald Trump ordonne la création d'une armée de l'espace? L'analyse de notre invité, le général Patrick de Rouzier. On parlera New Space, constellation de satellites. Les nouveaux milliardaires veulent conquérir un marché florissant. Et même la planète Mars, l'espace, se privatise. Enfin, zoom sur la Chine. Comment l'Empire du Milieu rattrape les plus grandes puissances? 12 Américains ont posé le pied sur la Lune. Le prochain sera probablement chinois. Il y a un peu plus de 150 ans, Jules Verne écrivait son fameux roman De la Terre à la Lune, 4e tome de ses voyages extraordinaires. Le livre fut accueilli comme une bizarre fantaisie. Il faut dire qu'à l'époque, hormis quelques rêveurs, la Lune n'intéressait pas grand monde. Un siècle après le récit visionnaire de Jules Verne, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong y posait le pied. Un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, avec en toile de fond la rivalité entre soviétiques et américains. Les révolutions technologiques et l'arrivée de nouveaux acteurs ont redistribué les cartes du grand jeu spatial. Fini le monopole des États. Les milliardaires qui dirigent Amazon, Tesla ou Virgin, mais aussi des entrepreneurs chinois, ont jeté leur dévolu sur le cosmos. Avec eux, avec leur fortune, avec leurs ambitions un peu folles, on assiste à une privatisation des activités spatiales. Un autre bouleversement, un autre danger pourrait être l'arsenalisation, l'espace comme un territoire de combat. C'est ainsi que l'évoquait Donald Trump en annonçant la création de sa New Space Army. Heureusement, l'espace extra-atmosphérique fonctionne aussi comme un lieu de coopération, à l'exemple depuis 18 ans de la Station spatiale internationale. Le plus médiatique des astronautes français a passé là-haut 196 jours. Je lui ai demandé si on en revenait transformé. Alors on revient transformé malheureusement un peu physiquement, parce qu'aller dans l'espace, ça impose au corps humain de s'adapter à un nouvel environnement pour lequel on n'est pas fait. Il y a des choses qui se passent, on grandit, le système cardiovasculaire change un peu, parfois on a la vue qui baisse, le système d'équilibre change, donc on revient transformé malheureusement physiquement, on récupère tout ça, mais ça prend un peu de temps, et puis on revient transformé, je pense aussi un peu psychologiquement. Moi j'ai eu une prise de conscience environnementale très forte, de voir la Terre de loin, de prendre du recul, ça permet d'intégrer sa fragilité, ce qui est impossible à voir quand on évolue au ras du sol. Il y a toute une partie de l'espace, les satellites d'observation de la Terre scientifique, c'est eux qui nous permettent d'avoir toutes les données dont on a besoin pour comprendre, protéger notre planète. Ça, c'est quand même sacrément important. Télécommunications, GPS, tout ce qu'on peut imaginer, ça, les gens, je pense, se posent plus du tout la question. Les vols habités, envoyer des gens dans l'espace, peut-être ils savent un peu moins, mais vraiment, c'est faire de la recherche, c'est avoir accès à des choses qui sont cachées sur Terre, qu'on peut observer des phénomènes physiques, biologiques, on peut les observer qu'en apesanteur. À bord de la station spatiale, il n'y a pas de sédimentation, ça permet d'observer finement ce qui se passe au niveau moléculaire, de faire avancer la science et la connaissance. Ensuite, les gens déposent des brevets, ça fait des coques de téléphone, des ailettes de turbines d'avion, des nouveaux matériaux plus performants. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qu'on fait aussi, c'est de l'exploration. C'est pas que un laboratoire scientifique. La station spatiale, c'est une étape sur un processus qu'on a engagé, d'explorer notre environnement proche dans le cosmos. Aujourd'hui, on maîtrise l'orbite basse et demain, on ira encore plus loin parce que c'est ça le sens aussi de l'être humain. On veut découvrir, on veut apprendre, on veut explorer ce qui nous entoure dans l'espace comme sur Terre, c'est la même chose. Oui, on se prépare. Alors, on n'en est pas là encore. Déjà, il faut voir à quel point c'est un exploit technologique d'avoir une station spatiale de la grandeur d'un terrain de football qui, depuis 17 ans, est habitée au-delà de l'atmosphère, à 400 km d'altitude, 28 000 km/h. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais voilà, la suite de la station spatiale, c'est une station plus petite, mais qui serait dans une orbite elliptique autour de la Lune. On a encore un peu de recherche et de science à faire sur la Lune, mais surtout, ça va nous permettre de préparer les techniques et les technologies pour faire le voyage vers Mars. Le voyage vers Mars, c'est compliqué.
compliqué, 300 jours aller, 300 jours sur place, 300 jours retour, on parle de ça, des doses de radiation importantes, il faut descendre sur la planète, il faut surtout savoir repartir. Tout ça, ça se prépare, ça ne va pas tomber tout cuit dans notre bec. Donc on y travaille tous les jours. Ce ne sera peut-être pas moi, mais que avant que je sois à la retraite, ou j'espère en tout cas avant que je sois plus de ce monde, on verra les humains sur Mars, c'est certain. On n'a pas de but de coloniser Mars, malgré ce que dit Elon Musk. Ça, il n'y a pas de planète B, peut-être dans un long terme, mais pour l'instant, c'est pas vraiment à ça qu'on travaille. Nous, ce qu'on fait, c'est de la recherche. Mars, c'est un musée à ciel ouvert. Ce qu'on veut apprendre, c'est comment la vie s'est créée. On ne sait pas trop bien. On sait quels éléments fondamentaux sont nécessaires, mais comment ils sont arrivés sur la Terre, on n'en sait rien. Il y a des hypothèses, personne n'a jamais conclu là-dessus. Et puis surtout, est-ce qu'elle peut disparaître? Sur Mars, on avait de l'eau liquide, il n'y en a plus aujourd'hui, du moins en surface. Est-ce que Mars ressemblait à la Terre à une époque? Est-ce que c'était exactement la même chose avec une atmosphère qui nous aurait échappé? C'est quand même des questions importantes. Comment la vie se crée? Puis surtout, est-ce qu'elle peut disparaître? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se passe pas? Voilà, je pense que ça intéressera quand même un peu les générations futures. Bonjour, Général Patrick Desrosiers. Bonjour. Vous avez été inspecteur général des armées, conseiller spécial auprès de la commissaire européenne Federica Mogherini pour les questions de politique de sécurité, politique étrangère. Votre compatriote, Thomas Pesquet, incarne la coopération spatiale. Mais l'espace, depuis le début, depuis le lancement du premier Spoutnik, ça a été un territoire de confrontation et de rivalité, non ? Oui, l'espace est un lieu de coopération, c'est obligatoire parce que c'est un lieu compliqué, nouveau, et donc des coopérations, il y en a à la fois dans l'exploitation et puis dans la découverte. C'est un lieu aussi de confrontation parce que c'est un lieu de confrontation des idées, des esprits. Vers où veut-on aller? Que veut-on faire? Et donc on l'a bien vu au tout début, confrontation russe-américain à partir de Spoutnik. Et on le voit maintenant, confrontation aux ambitions similaires, Chine, privée peut-être, et américain. Vous avez suivi, juste avant l'été, l'annonce par Donald Trump de cette volonté de créer une nouvelle armée de l'espace. Quelle est votre lecture de cette annonce? Cette annonce est le fruit d'une analyse par les Américains qu'ils sont entièrement ou très sensiblement dépendants de l'espace. Donc la space dominance est leur ambition. Ils ne veulent pas être empêchés d'agir dans l'espace ou empêchés d'utiliser les moyens spatiaux par qui que ce soit. Après, est-ce que c'est la bonne solution que d'avoir une entité spécifique, militaire, pour gérer l'ensemble des activités dans l'espace? C'est une indication politique. Il faut après qu'elle soit déclinée. Alors historiquement, on s'est fait la guerre sur Terre, sur les mers, ensuite dans les airs. Maintenant, est-ce qu'il faut craindre qu'on se fasse la guerre là-haut, dans l'espace, dans le cosmos? Tout est fait pour que cette guerre n'ait pas lieu. Tout est fait d'abord dans les traités, ou dans les traités, le traité de 67 qui a été entériné par tous au niveau des Nations Unies pour ne pas militariser l'espace avec des armes de destruction massive. Maintenant, l'arsenalisation de l'espace est partie. Ça fait très longtemps, parce que l'espace, c'est un point haut, parce que c'est un point qui permet de diffuser l'information, de recueillir. C'est un point qui est neutre, puisque contrairement au survol d'un territoire aérien, là, le survol de l'espace est possible. Et donc, on peut acquérir des données indépendamment du positionnement des pays qui sont en dessous. Est-ce que la puissance militaire d'une nation, les États-Unis, la France, dépend de sa puissance spatiale ? La puissance spatiale apporte énormément aux forces armées, parce que c'est ce qui permet d'abord de connaître, de savoir, donc le renseignement, l'identification, l'écoute. C'est ce qui permet donc de fournir aux autorités politiques une appréciation de situation. Ensuite, on va pouvoir diriger, agir par les communications, par des moyens très très précis de navigation par satellite, bien plus précis que ce que l'on a, vous et moi, sur nos systèmes téléphoniques. Et donc la conduite des opérations est très largement facilité par ces moyens militaires, ces moyens satellitaires. Mais pour autant, on tient absolument à pouvoir agir sans. Mais est-ce qu'on doit craindre, imaginer que l'espace devienne un nouveau champ de bataille? Il n'y a pas d'intérêt à ce que ça en devienne un, parce que c'est un champ de bataille... Même pour la puissance dominante? Pour quelque puissance que ce soit, quelle que soit celle qui soit dominante dans l'avenir, c'est un combat complexe que celui qui peut s'opérer dans l'espace. Nos sociétés sont dépendantes de l'espace. Et un conflit dans l'espace serait un drame pour tous. Une journée sans l'espace, on survivrait.
on n'est pas hyper dépendant de l'espace, mais on serait sensiblement altéré. Donc, aucun acteur n'a intérêt à ce qu'il y ait un conflit dans l'espace. Par contre, ils veulent être souverains dans leurs actions en propre. Alors, on l'a dit plus tôt dans cette émission, l'espace a été pendant très longtemps l'apanage des États. Et puis, on assiste depuis quelques années, une douzaine d'années, à une redistribution des cartes avec l'arrivée de nouveaux acteurs privés. On appelle ça dans le jargon le New Space. On va s'y projeter après cette séquence préparée par Mélanie Ohayon et Laurent Hauert. Il a osé, Elon Musk. Le milliardaire américain a envoyé dans l'espace la voiture qui a fait sa célébrité. Depuis l'habitacle, les images de la Terre sont sidérantes. Coup de pub magistral, des millions de spectateurs ont suivi le lancement de la fusée Falcon Heavy, développée par sa société SpaceX. Sa révolution est d'avoir mis au point les premières fusées réutilisables de l'histoire. I think it gives me a lot of faith for our next architecture, the interplanetary spaceship. We have different names for it, but BFR is kind of the code name. BFR pour Big Fucking Rocket, en français, putain de grosse fusée. Elon Musk ne donne pas dans la poésie, il n'empêche qu'avec ce type d'engin, conçu pour être réutilisé plusieurs fois, il bouscule la course aux étoiles. Elon Musk caresse finalement le rêve un peu fou de coloniser la planète Mars. Avec son lanceur Falcon 9, il casse les prix. 60 millions de dollars pour un lancement, c'est 30% moins cher que ses concurrents. Rien que l'an dernier, SpaceX a réussi 18 lancements et dépasse les Européens d'Ariane Space. Et puis il s'est rendu indispensable dans le ravitaillement de la Station spatiale internationale. SpaceX a déjà mené 14 missions pour le compte de la NASA. La fortune estimée d'Elon Musk, c'est plus de 19 milliards de dollars. Autant que le budget total de la NASA pour 2018, 3 fois plus que l'Agence spatiale européenne. Jeff Bezos d'Amazon, bien plus riche encore, avec une fortune estimée à 110 milliards de dollars, a lui aussi tourné ses ambitions vers les étoiles. Mais sa compagnie Blue Origin cible davantage les touristes millionnaires, curieux d'observer la Lune depuis l'espace. En Chine aussi, des sociétés privées se disputent le marché de l'espace. La start-up OneSpace a lancé au printemps dernier sa première fusée. Avant la Lune et Mars, la compagnie rêve avant tout de conquérir le juteux marché des satellites commerciaux, estimé chaque année à plus de 250 milliards de dollars. L'arrivée de ces nouveaux acteurs privés, général, c'est un bouleversement de l'activité spatiale ? C'est un bouleversement parce qu'il donne du rêve déjà. Il donne du rêve, on l'a vu dans la vidéo, avec l'ambiance qui était à l'intérieur du centre de décision d'Elon Musk. Il donne du rêve parce que ça change, mais il donne aussi des contraintes. Ils donnent du rêve parce qu'ils ont de nouveaux objectifs. Ils annoncent 2024 pour la Lune et pour Mars. Donc on voit qu'il y a autre chose. Mais le grand intérêt, c'est qu'ils ont bouleversé le panorama général. Et donc ça a conduit à une réduction sensible du coût des lancements. Parce que je terminerai en disant, sur ce sujet-là des nouveaux acteurs, il y a nouveaux acteurs, mais qui sont privés et privés. C'est-à-dire qu'ils sont quand même soutenus étatiquement. Quand Elon Musk va ravitailler la navette spatiale internationale. C'est un contrat avec la NASA. C'est un contrat étatique, oui, ouais, bien sûr. Et il y a de nombreux autres exemples. Et les Chinois aussi, en Chine, c'est un peu pareil. Mais néanmoins, ça bouleverse le panorama de façon positive. Et c'est plutôt très bien pour l'avenir. C'est un marché formidable, fantastique. Rien que l'année dernière, les satellites, j'entends. Rien que l'année dernière, je crois, 369 satellites mis en orbite. Oui, il y en a parce qu'il y a des besoins, parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure, avec les nouveaux acteurs, qu'il y a des possibilités sur Terre pour faire développer des capacités à partir de tous ces satellites. Mais il y a un intérêt de tous les acteurs à ce que tout ceci se passe de façon la plus souple possible. Et il y a donc
des accords qui sont passés. On en est depuis plusieurs dizaines d'années à des accords internationaux qui sont mis en place, de sorte à avoir des best practices, une éthique ouais, un petit peu dans la façon dont on conçoit les lanceurs. Donc c'est aussi l'intérêt de ce changement avec des acteurs plus nombreux, c'est que maintenant il faut faire attention sur que deviennent les étages intermédiaires, que deviennent les boulons qui partent lorsque ces étages se séparent, que deviennent ces satellites au fil du temps. Donc on est dans une approche d'espace vert sur le long terme. Oui, parce que c'est un vrai problème à terme. L'accumulation des déchets dans le cosmos, des déchets de satellites, l'encombrement, ça pourrait devenir un vrai obstacle à la conquête spatiale. C'est débris plus que déchets parce qu'ils ne polluent pas dans l'espace. Mais ces débris sont en effet, il y en a des centaines, tout dépend de la taille que l'on prend, mais il y en a des centaines de milliers. Donc c'est un souci. Pour autant, c'est un peu comme les conteneurs dans l'océan. Donc oui, c'est dangereux quand on rentre en collision avec eux, mais il n'y en a pas autant. L'espace, c'est quand même beaucoup de vide. La multiplication des acteurs spatiaux, qu'ils soient privés d'ailleurs ou étatiques, ça pose quand même une question, c'est à qui appartient l'espace et à qui appartient ce qu'on pourrait en ramener. Parce qu'il y a aussi des objectifs d'aller chercher sur des astéroïdes ou que sais-je, des matières rares, etc. etc. Alors l'espace n'est pas un bien commun de tous, c'est pas comme l'Antarctique, mais c'est néanmoins un endroit où les États ne peuvent pas poser un drapeau, hormis de façon symbolique, par exemple par Armstrong. Mais les États ne peuvent pas s'approprier des biens. Et c'est ce qui a conduit donc cette possibilité d'aller rechercher et ramener des éléments trouvés sur ces astéroïdes. Les Américains ont élaboré un Space Act récemment, donc permettant ce développement par des entreprises commerciales. Pareil pour les Émirats arabes unis, pareil pour le Luxembourg, qui a développé son organisation juridique de telle sorte à pouvoir délivrer des permis d'exploitation. Alors, dans ce grand jeu spatial général, même si les États-Unis dominent depuis longtemps maintenant, il y a tout de même un nouvel acteur, c'est la Chine, qui se profile comme un acteur incontournable, je pense tant du point de vue commercial que militaire. Les explications de notre correspondant à Shanghai, Michael Pecker. La Chine rattrape incontestablement son retard par rapport aux autres grandes puissances spatiales. Elle le fait à vitesse grand V. En l'espace de quelques décennies à peine, elle est parvenue à maîtriser l'envoi de satellites dans l'espace, les vols habités, les sorties dans l'espace, tout ça en un temps record et aussi à moindre coût. Pékin consacre entre 3 et 4 milliards de dollars chaque année pour son programme spatial. C'est 5 fois moins que le budget total de la NASA en 2017. Mais le gouvernement chinois entend tripler ses engagements ces prochaines années. Le programme spatial chinois compte sur une armée de 200 000 scientifiques, mais aussi sur les avancées du secteur privé, subventionné massivement par le régime. En termes d'objectifs, la Chine vise la Lune au sens propre. Elle devrait y envoyer cette année encore un robot, un rover, pour en explorer la face cachée, une première mondiale. D'ici 2030, un premier Chinois devrait fouler le sol lunaire. Et puis, juste après, dans les années 40, la Chine prévoit d'y construire une base lunaire, première étape vers sa conquête de Mars. Conquérir Mars, mais avant, construire sa propre station spatiale. Elle devrait être opérationnelle à l'horizon 2020. La Chine assure être ouverte à des partenaires étrangers. Le programme spatial chinois suscite aussi beaucoup de méfiance du côté des États-Unis, notamment. Le Congrès américain interdit formellement à la NASA toute collaboration avec l'agence spatiale chinoise, par souci notamment de transfert de technologie, mais aussi à cause de soupçons à l'égard de la Chine et de son programme spatial. Certains redoutent en effet une tentative de militarisation de l'espace, ce que dément formellement Pékin. Général de Rosier, j'ai lu en préparant cette émission qu'on avait expérimenté des satellites tueurs. C'est de la science-fiction ou ça existe? C'est pas de la science-fiction que l'on ait développé des missiles tueurs, puis des fusées tueuses, et les satellites tueurs, on verra ça après. Les missiles, c'est depuis le début, un peu après Sputnik, les Américains, à partir d'un bombardier, ont envoyé un missile donc pour montrer qu'ils savaient arrêter un satellite. Après, il y a eu
la Chine qui a détruit à plusieurs centaines de kilomètres un satellite qui lui appartenait avec une fusée chinoise. Ça a conduit à un nombre très important de déchets. Près de la moitié des déchets qui existent maintenant dans l'espace. Donc c'est ça la conséquence de tuer physiquement un satellite. C'est qu'après, ça met très longtemps avant de disparaître. Et maintenant, des satellites tueurs, c'est-à-dire des satellites qui vont aller à côté d'un autre satellite pour observer ce qu'il a et éventuellement être kamikaze ou faire autre chose. On est dans la science-fiction, on est dans ce que l'on ne souhaite pas. Il faut donc des traités internationaux qui permettent de limiter l'arsenalisation de l'espace. Et donc pour ça, il faut des actions diplomatiques. Elles doivent s'appuyer sur de l'observation. Et c'est ce que fait différents pays, dont des pays européens et l'Europe dans son ensemble, en soutenant la surveillance de l'espace. Dernière question, rapidement. Quelle place de l'Europe dans ce futur de l'espace ? L'Europe est engagée dans l'espace parce que l'Europe considère que l'espace contribue sensiblement à notre connaissance de l'environnement, à notre préservation de l'environnement. Elle contribue à la gestion de l'ensemble de nos activités. L'Europe, c'est aussi le soutien ensemble, la coopération. C'est le centre spatial de Torreón qui permet aux pays européens de partager des connaissances, d'exploiter, d'analyser l'imagerie spatiale. L'Europe, c'est Galileo qui va fournir une capacité de précision de géolocalisation très très forte. On a coutume de dire que le GPS permet de savoir dans quelle rue on est et Galileo sur quel trottoir on est. Merci, Général Patrick Desrosiers. Merci à vous. C'était un plaisir de recevoir un général 5 étoiles sur le plateau de Géopolitis. Merci. Merci à vous. Ce jour-là, c'est notre nouvelle rubrique dans Géopolitis. Chaque semaine, retour sur un événement qui a marqué l'histoire d'un pays, d'une région, un tournant dans les grands équilibres internationaux. Nous avons choisi d'extraire de nos archives la première sortie d'un cosmonaute chinois dans l'espace. Ce jour-là, c'était il y a presque 10 ans. Remise en perspective signée Kevin Gertsch. Ce jour-là, le 27 septembre 2008, la Chine triomphe. Son drapeau est brandi pour la première fois dans l'espace. À 42 ans, Tsai Tzing entre dans l'histoire. Le taïkonaute, comme on dit en mandarin, a passé 15 minutes à l'extérieur du vaisseau Shenzhou. Le président Hu Jintao salue immédiatement l'exploit chinois. Un jour plus tôt, le vaisseau avait décollé de la base de Jiuquan, en plein désert de Gobi. Pendant 2 jours, 20 heures et 28 minutes, les 3 taïkonautes tournent autour de la Terre à 343 km d'altitude, avant d'atterrir sur les plaines de Mongolie intérieure. Et de recevoir un accueil triomphal dans les rues de Pékin. Cinq ans auparavant, en 2003, la Chine avait envoyé son premier homme dans l'espace, avec 42 ans de retard sur les Soviétiques et les Américains. Mais depuis une quinzaine d'années, elle se profile comme la 3e puissance spatiale au monde. Si vous souhaitez prolonger cette émission, ce livre est incontournable, Le Nouvel Âge spatial de la guerre froide au New Space, publié l'année dernière aux éditions du CNRS. Xavier Pasco souligne que la jonction dès les années 90 entre les activités spatiales et les technologies de l'Internet préfigurait les projets actuels de constellation de centaines de satellites et la privatisation accrue du domaine spatial. Sur la question des déchets spatiaux, le magazine de nos amis de la radio, Tout un monde, sur RTS La Première, c'était le 29 mars dernier. L'espace autour de la Terre est de plus en plus encombré. Rien que l'année dernière, nous, terriens, nous avons lancé 400 objets en orbite. Les agences spatiales cherchent des solutions pour nettoyer l'espace.
Une solution que beaucoup imaginent, ce serait de harponner ces objets dangereux et de les précipiter vers la Terre, où ils seraient incinérés en entrant dans notre atmosphère. C'est techniquement complexe, on peut l'imaginer. À retrouver dans les archives cet entretien étonnant avec le directeur du Conseil européen de recherche spatiale. En 1966, on rêvait déjà de savoir comment Vénus était faite. Atterrir sur Vénus sera encore beaucoup plus intéressant que d'atterrir sur Mars parce qu'on ne sait rien de la surface de Vénus à peu près, sauf ce qu'on a fait par sondage de radar. On sait qu'il y a des chaînes de montagnes, on sait que Vénus est très chaude, mais ce sera passionnément intéressant de déposer des appareils sur la surface de Vénus et de savoir quel est le genre de sol qu'il y a, s'il y a des mers, quel est le genre d'atmosphère qui règne. Ça, c'est vraiment très mystérieux et tous les savants sont très excités à l'idée qu'on pourra enfin savoir comment Vénus est faite, si j'ose dire. Et 50 ans plus tard, Vénus ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. La semaine prochaine, on redescend sur Terre pour une nouvelle édition de Géopolitis. Nous espérons que cette nouvelle formule allongée vous a plu. On se réjouit de vous retrouver sur la RTS et TV5 Monde et bien sûr à n'importe quel moment sur notre site. À vous tous, une excellente semaine. À bientôt.